sollicité pour y participer. J'étends, bien sûr, Opérandi, c'est superbe. Et il y a encore d'autres RHU en France. Hein. Les cohortes françaises sont aussi dans les RHU des leaders de Strasbourg. Il y a des projets européens. Enfin, on voit la force de frappe. On a dans les maladies chroniques du foie en sens large, avec nos cohortes qui sont suivies bien mieux qu'ailleurs, hein, en Asie, aux États-Unis, et que ça nous donne un avantage certain qu'il faut exploiter à travers ces grands financements. Et quelque part, c'est un peu l'aboutissement, on parlait avec les Dominiques tout à l'heure, l'aboutissement de tout ce qu'on a fait ces 20-30 dernières années. Et de manière étonnante, chaque fois que je viens ici, je me mets les mêmes musiques que j'écoutais quand j'étais interne. Et c'est un moment extraordinaire de se rendre compte que c'est voilà, Madeleine de Proust, c'est formidable. Comme on a un public peut-être un petit peu bigarré, la première partie, je vais juste vous rappeler des choses très évidentes, certains peut-être moins pour d'autres qui sont un peu moins de la pratique clinique. C'est à quel point c'est difficile de dépister les cancers. Pourquoi? Parce qu'on cherche toujours un peu à avoir des réponses oui ou non, et en pratique, c'est pour ça qu'on fait des RCP. On ne sait pas, on voit une lésion, est-ce que c'est vraiment un cancer, c'est pas un cancer, etc. Et je vais vous montrer toute la difficulté. Et dans un deuxième temps, on va voir comment effectivement essayer d'améliorer les choses. Et vous allez voir que finalement, oui, on a des outils de plus en plus performants, mais ce n'est pas la question d'avoir des outils performants, c'est comment on les utilise, dans quelle stratégie, et puis surtout, comment le faire pour que, comme on disait à la SNCF, le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Faire des examens qui vont coûter des milliers et des milliers d'euros à toute la population, c'est juste pas possible. À moins d'habiter aux États-Unis, mais en tout cas en Europe, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Et donc, on va parler de notions économiques que je développerai, bien sûr, sous le contrôle d'Isabelle Durand-Zaleski, qui est là. Et puis, je vous montrerai un petit peu où on va, et ça vous montrera un peu le lien avec le RHU opérant, le RHU. Alors, juste, vraiment la base de la base, pourquoi on veut dépister le cancer des foie? Comme tous les cancers, on veut dépister des petits cancers, d'accord? Pourquoi? Parce que quand on a un petit cancer, une tumeur, par exemple, de 1 ou 2 cm, on va l'opérer, on va l'ablater, voire on va transplanter le malade. Le malade va continuer sa vie pendant des années et des années. À l'inverse, si on ne dépiste pas les cancers, on se rend compte quand les malades deviennent symptomatiques. Ils ont des douleurs, comme ça, et qu'est-ce qu'on voit? Cette catastrophe oncologique qu'on voit à droite, là, malheureusement, c'est que les traitements palliatifs, qu'ils soient médicamenteux ou autres. Et là, on a une survie globalement de 2 ans. Voilà, donc on n'est pas du tout dans le même espace-temps. Et notre problème en pratique clinique, c'est que nos RCP ont discuté cancer, en France par exemple, globalement, c'est pareil pour tous les RCP, on a 25% seulement de malades qui sont avec des petites tumeurs, et beaucoup avec des malades avec des tumeurs très évoluées. Vous allez au Japon, où ils ont une pratique de dépistage qui est phénoménale. C'est-à-dire qu'eux, au sein de l'entreprise, vous avez une maladie chronique du foie ou une hépatite C, vous êtes convoqué pour faire votre dépistage par échographie dans l'entreprise. Si vous ne le faites pas, vous avez rendez-vous à dimanche. Là, eux, ils ont exactement l'inverse de proportion. Ils ont 75% de petites tumeurs et 25% de tumeurs au stade palliatif. Donc le dépistage, c'est quelque chose de fondamental. Néanmoins, comme tout dépistage, certains d'entre vous sont peut-être dépistés, la mammographie pour le cancer du sein, certains aussi pour le cancer colorectal pour des raisons familiales ou parce que vous avez atteint un âge respectable, la prostate, etc. Et qu'est-ce qui se passe? On vous fait des examens, et c'est pas vous avez un cancer ou pas un cancer. On trouve quelque chose. On trouve une augmentation de quelque chose, une image. Et voilà l'organigramme d'un dépistage. C'est-à-dire qu'on fait un examen, on fait une échographie tous les 6 mois à malade une cirrhose, par exemple. Et l'écho, elle vous dit, il y a une boule. Ça ne s'arrête pas là. C'est un scanner, une IRM. Et la boule, parfois l'aspect typique d'un cancer du foie, mais des fois, c'est entre les deux. Et ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il va falloir répéter parfois les examens. Parfois, comme c'est un petit peu, on n'est pas vraiment sûr, on va faire une biopsie négative, etc., etc. Et on va suivre le malade comme ça pendant des mois et des mois. Tout ça coûte beaucoup d'argent et engendre un stress pour les malades qui est absolument monumental. Mais c'est le seul moyen d'avoir des bons diagnostics. Et pourquoi c'est important d'avoir des bons diagnostics? C'est parce qu'on sait que quand on explore un foie pendant des années, globalement, sur 3 lésions que vous allez trouver, il n'y en a qu'une qui sera vraiment un cancer de foie. Le reste, ça peut être un petit nodule de régénération, une tumeur bénigne, une lésion, une image qu'on voit comme ça, puis qui va disparaître. Donc là aussi, on ne va pas pouvoir aller traiter, enlever un bout de foie ou détruire un bout de foie chez quelqu'un sans action que ça. Vous voyez toute la difficulté, et surtout, là encore, vous allez voir de plus en plus, vous parlez du nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est-à-dire que dès que vous dépistez des nodules, ça augmente le coût du dépistage, et ce coût du dépistage doit être pris en compte dans tout ce qu'on entend dans la presse aujourd'hui sur la santé, etc. Parce que c'est bien beau de dire qu'on va faire la prévention du dépistage, mais ça coûte de l'argent. Alors, maintenant qu'on a dit ça,
on revient sur les recommandations. Les recommandations aujourd'hui, c'est ça, une échographie tous les 6 mois chez les malades qui ont une cirrhose, une maladie chronique du foie et l'autre. Mais vous voyez que pour la première fois, nos recommandations européennes, ces petites carrés, pas tout à fait plein, donc en pointillés, ils disent que on peut utiliser des modèles de stratification du risque pour repérer les malades les plus à risque, chez qui on va faire des tests plus chers ou plus complexes, comme des IRM, je vais vous en parler, ou des biomarqueurs. C'est là que vous voyez qu'on commence à aller dans des choses un peu plus à la fois techniques, imagerie ou biomarqueurs, mais également de stratégie de traitement ou de stratégie de prévention. Alors, comment ça se passe? Pourquoi on veut des outils plus performants? Parce qu'on sait que cette fameuse écho qu'on fait tous les 6 mois, elle n'est pas satisfaisante. Tous les cliniciens que vous rencontrerez vous diront j'ai vu un malade en janvier avec une écho normale, en juin avec une grosse tumeur. Pourquoi? Parce que l'échographie a loupé la tumeur. Et malheureusement, c'est parce que l'échographie n'est pas un examen suffisamment sensible pour détecter des petites tumeurs de moins de 2 cm. C'est la première classification du cancer, le CSC0, dont on sait que la survie à 5 ans est à plus de 80%. Eh bien, avec une sensibilité de 30%, on n'est pas satisfait, donc nous avons besoin d'outils plus performants. Ces outils sont de 2 ordres. Vous avez soit des examens d'imagerie, notamment l'IRM apprécié, mais également des biomarqueurs circulants. Vous faites une prise de sang, et la prise de sang vous dit qu'il y a un cancer ou il n'y a pas. Le problème de ces examens, c'est qu'ils ont des performances, très forcément, elles sont mieux que l'échographie, mais elles arrivent avec un certain coût. J'ai mis de l'euro parce que c'est de l'argent, il n'y a pas que ça. Il y a par exemple la disponibilité. Je ne sais pas quel délai pour avoir pour un diagnostic. J'imagine que si on commence à faire des dépistages du cancer du foie, du cancer du sein, comme le collègue qui font la série, comment on va prendre en charge les malades qui ont des cancers comme ça va forcément exploser, donc on ne peut pas faire des IRM. Il en est pareil pour les biomarqueurs circulants, c'est très cher, on va en discuter, et probablement qu'il faut décider chez qui il faut les faire. Alors pour les biomarqueurs, je vais vous donner quelques exemples de là où on en est, l'état de la littérature. Donc vous allez voir que, je vais surtout insister, parce qu'il faut toujours être critique, sur ce que vous allez entendre, qui vous disent que c'est la grande révolution, et les vraies données scientifiques qu'on a sur ces biomarqueurs. Donc ce sont des biomarqueurs de détection précoce. Il y a plein de biomarqueurs dans le cancer, notamment le cancer du foie. Il y a des biomarqueurs de prédiction, de stratification de risque, de détection, de diagnostic et de pronostic. Là, on parle de biomarqueurs qui permettent de dire à un malade, je vous ai fait une prise de sang, sur la prise de sang, je pense que vous avez un cancer. D'accord? Donc en 2025, on n'est qu'à des études de phase 3 déjà. Alors, vous savez, il y a plusieurs études pour les traitements, par exemple les phases 1, 2, 3, 4, vous connaissez. C'est pareil pour les biomarqueurs. La phase 3, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas encore testé ces biomarqueurs dans des conditions de dépistage. On a juste déterminé leur performance sur des cohortes rétrospectives, parfois longitudinales. Et pour faire quelque chose de très simple en une diapo, donc on peut tout doser dans le sang. Par exemple, dans l'URTRAC avec Pierre-Emmanuel et tous les collègues, voilà, des vésicules, des protéines, des choses comme ça. Et pour l'instant, il y a surtout un modèle qui combine des données cliniques et protéiques, un autre des données un peu génomiques. Et puis après, il y a une grande plateforme où on essaie de détecter tous les cancers. Mais je ne vous parlerai que du GALAD modèle, parce que vous allez commencer à en entendre parler si vous êtes initié. Donc ce modèle a globalement été testé dans plein d'études de phase 1 et 2. On rapporte des performances formidables. Bon, mais sauf que quand on commence à s'intéresser aux tumeurs, la performance n'est pas si bonne que ça, c'est de 50% en sensibilité. Mais globalement, on a l'impression de tenir quelque chose. Le problème, et c'est pour ça que moi j'ai une vision très très clinique et très très critique, c'est que ces algorithmes ils mixent des protéines, l'alpha-fétoprotéine, le DCP, qui sont des protéines qu'on utilise en routine en Europe, mais aussi en Asie. Vous avez vu que pour augmenter artificiellement la sensibilité, ils ont rajouté l'âge et le sexe. Donc, excusez-moi, quand on vous fait un scanner, on ne vous dit pas si vous avez un cancer ou pas, il faut qu'il votre âge et votre sexe. Et vous voyez bien comment, on va dire, ce champ de recherche, c'est un petit peu, à mon avis, perverti à augmenter de manière artificielle les sensibilités de leurs tests en rajoutant des données épidémiologiques qui, à mon sens, n'ont pas de place dans ce qu'on appelle la détection précoce. Et c'est là que ça devient un petit peu embêtant, c'est que vous voyez aux États-Unis, sans surprise, c'est dans des pays comme les États-Unis où chacun paye un petit peu et choisit comment il veut être dépisté, qu'il y a des études qui sont des études randomisées, donc on attend les résultats, elles viennent de commencer, où les malades vont être soit dépistés par l'écho comme d'habitude, soit par ces modèles-là, le modèle GALAD. Sauf que d'un côté, on a des échographies faites aux États-Unis qui ne sont pas faites par des radiologues, ce qu'on appelle des sonographeurs, des gens qui prennent un film et qui l'envoient au radiologue qui l'interprète, quand même largement moins bien que ce qu'on fait en Europe ou en Asie.
Et puis, comme je viens de le dire, à mon avis, des tests qui auraient dû être combinés à l'échographie, non pas remplacer l'échographie, parce qu'à mon avis, le risque, c'est d'avoir un malade de 70 ans, un homme, avec ce test qui va être positif. Vous allez faire un scanner IRM, ce sera négatif. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est toute la problématique qu'on a actuellement, c'est que ce secteur des biomarqueurs pour le cancer, notamment, c'est pas tout, c'est un secteur qui est en plein boom. Et il y a énormément d'argent en jeu. Il y a plein de startups, plein de grosses boîtes. C'est Roche Diagnostic qui fait le gala, etc. Et pour vous donner un exemple, ça y est, Roche Diagnostic a développé son test en France qui coûte 50 €. Ils savent qu'on ne le fera pas à l'hôpital, mais ils vont démarcher les médecins généralistes et les médecins gastroentérologues de ville pour dire, vous avez vu, notre test, il est vachement bon. Alors, la sensibilité, machin, c'est mieux que l'échographie. Donc, on va avoir, nous, à l'hôpital, des tests positifs, des examens négatifs, et c'est nous qui allons donc les voir en RCP. Et là, on va déclencher des procédures de surveillance. Un nouveau scanner à 3 mois, on va exploser les coûts de la sécurité. Je pense que c'est absolument pas bien de faire ça. Et puis surtout, encore une fois, c'est pas bien qu'il y ait des gens qui aient accès à des tests. C'est pareil pour les tests génétiques pour le cancer. Ça doit vous arriver aussi dans la consultation de malades qui arrivent. J'ai fait un test en Suisse qui coûte 1 000 €. Voilà toute l'éducation, voilà le traitement que je veux. Donc, c'est pas du tout homologué. Ça ne fait absolument pas partie de nos recommandations. Bref, vous l'aurez compris. Je ne dis pas ça parce qu'il y a des radiologues parmi nous. Mais comme saint Thomas, je crois que je le vois. Et moi, quand je dépiste un malade qui a un cancer, je vois un examen qui me dit il y a un nodule ou il n'y a pas de nodule. C'est tout ce que je demande. Je ne demande pas une probabilité en fonction de l'âge, le sexe et le capitaine, nodule ou pas nodule, parce qu'après, ça va déclencher effectivement une procédure de rappel avec des examens plus complexes, ce scanner. C'est comme ça qu'on fait globalement de la médecine, en tout cas jusqu'à peu. Donc, ce qu'on a développé, ce sont les radiologues qui ont développé là ces 10-15 dernières années, ce qu'on appelle une IRM abrégée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de produit contraste pour la plupart, des séquences beaucoup plus courtes, ce qui fait que l'IRM dure 10-15 minutes au lieu de 25-30. Et globalement, vous voyez que les performances, ce n'est pas trop. C'est 3 ou 4 fois la performance de l'échographie, notamment pour les petites tumeurs. Donc, il y a eu énormément d'études comme ça, là aussi, comme pour les biomarqueurs circulants de phase 1, de phase 2, des méta-analyses de phase 2 qui montrent que, quel que soit le contexte, quel que soit le protocole d'IRM que vous faites, vous êtes sur des sensibilités de 70-80% avec cet examen que vous répétez tous les 6 mois, qui vous donne, encore une fois, la réponse à laquelle on se pose. La question qu'on se pose, c'est il y a un nodule ou pas. Et on commence même à avoir les premiers essais randomisés. Là, les malades vont tirer au sort pour avoir soit l'échographie, soit l'IRM abrégée. Et vous voyez que le taux de détection de petites tumeurs de moins de 2 cm est supérieur dans le groupe IRM abrégé. Donc, on attend donc que cette technique nous apporte un nombre de malades plus important avec des petites tumeurs accessibles à un traitement curatif. Maintenant que j'ai posé un petit peu tout cela, la question c'est effectivement de savoir comment on va utiliser ces nouveaux tests, certes performants, mais ce n'est pas une question de performance. Encore une fois, on ne va pas pouvoir faire des IRM à tout le monde, faire des biomarqueurs, etc. Il va falloir savoir chez qui on le fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, oui, d'un côté, on veut favoriser la détection précoce du cancer, mais en même temps, il va falloir faire attention à ne pas augmenter, on va dire, les effets négatifs du dépistage, c'est-à-dire les coûts, le stress des malades, et puis par contre de plus en plus complexes. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin, pour utiliser ces modèles, avant cela, de bien savoir quel est le risque donné d'un malade à un moment donné, pour savoir est-ce qu'il est suffisamment à risque pour, de manière collective, décider que ça vaut le coup de lui faire une IRM. Par contre, un mode de marqueur. Par contre, si le risque est très faible, peut-être qu'on peut juste rester à l'échographie, éviter de faire des examens chers, alors que le risque de cancer est assez faible. Alors, comment on fait ça? On va effectivement essayer de stratifier le risque de cancer et de définir finalement c'est quoi un malade à faible risque, à risque moyen et à haut risque. Et vous allez voir que c'est une coefficacité qui nous aide à définir finalement pour un malade donné. On rentre vraiment dans la médecine de précision. On prend une décision en fonction du niveau de risque d'un patient. Et par exemple, un malade à faible risque, on lui fait juste l'échographie, voire peut-être même pas de surveillance. Un malade à risque intermédiaire, on essaie de grader un peu avec des rappels, etc. Et un malade à haut risque, peut-être qu'on rajoute en plus de l'échographie ou à la place une IRM, un biomarqueur, etc. Alors, comment on fait ça, la stratification du risque? On part de l'incidence du cancer du foie chez les malades avec maladie chronique du foie évoluée, qui est globalement de 2% dans l'histoire contemporaine de malades cirrhose alcoolique, métabolique, virologique contrôlée ou béguérie. Et globalement, qu'est-ce qui se passe? On connaît tous les risques facteurs, les facteurs de risque, l'âge, le sexe, la fonction hépatique, l'hypertension portale, les comorbidités. On met tout ça dans des modèles, on fait des modèles simples de régression logistique, notamment des modèles de survie, ou des choses un peu plus complexes dont on parlait comme des modèles de chimie.
Et donc, vous pouvez dire, à un temps donné, ce malade, voilà son risque, à 1 an, à 3 ans, à 5 ans. Donc, prendre une décision. Alors, je ne vais pas vous faire toute la littérature qui existe depuis 30 ans sur ces modèles, parce que la plupart sont devenus complètement obsolètes depuis qu'on a guéri les hépatites virales. Maintenant, on s'achemine vers des scores qui sont universaux, c'est-à-dire qui vont être appliqués chez tous les patients, quelle que soit la cause de maladie du foie, parce que globalement, l'incidence du CHC aujourd'hui est la même dans une cirrhose métabolique qu'une cirrhose liée à l'hépatite C guérie. Puis de toute manière, les malades, ce n'est pas comme des souris, ils cumulent tous les facteurs de risque. Ils guérissent l'hépatite C, mais ils grossissent et ils boivent 2-3 verres d'alcool par jour. Donc, on recherche ce type de modèle. Voilà un exemple de celui qui est le plus connu, le plus utilisé, et qui, effectivement, vous voyez, qui prend juste l'âge, le sexe, le score albique, l'albumine et la bilirubine, et le taux de plaquettes, et globalement, qui vous dit, finalement, voilà, la population qui est ici, 17 000 malades, on a 44% à très faible risque, 38% risque moyen, et 18% avec un risque à plus de 1,8%, jusqu'à 4% par an. Vous voyez, ce type de modèle, c'est aujourd'hui ce qu'on utilise, et c'est un score qui s'appelle le AMAC score, qui est très utilisé, qui nous sert justement de modèle, et qui est globalement extrêmement bien reproductible. Alors nous, ce qu'on a fait en France avec les cohortes françaises, on a développé un score qui était spécifique, notamment des cirrhoses, parce que tout ce que je vous ai montré n'était pas dédié aux cirrhoses. Quand on a pris les cohortes françaises, donc Ciral, Cirvir et Pater, que vous connaissez, eh bien, on a réussi à faire des scores basés sur les mêmes variables, hein, l'âge, le sexe, le paquet, la biologie. Et globalement, qui nous ont permis surtout, parce qu'on préparait un essai randomisé dont je vais vous parler, finalement, quelle est la proportion française de patients qui ont un risque suffisamment élevé pour faire des IRM. Et donc, on avait défini, je vais vous montrer dans 5 minutes, qu'un malade à risque, c'était à plus de 3%. Et bien, globalement, ça veut dire que 30% de nos patients, en patientèle en France, avec une cirrhose d'un point de dépistage, un risque estimé à 1 an de plus de 3%, et donc seraient éligibles à une IRM, si tant est qu'on démontrait que c'était effectivement intéressant. Je ne vais pas trop vous embêter avec des notions de co-efficacité, puisqu'Isabelle Gonzalez va faire un topo brillant comme d'habitude sur la question. Mais vous voyez, qu'est-ce qu'on fait pour une étude de co-efficacité? Ce qui nous a permis d'avoir on est parti sur une population fictive, on s'est dit, voilà, on va prendre les malades qui ont un risque de plus de 3%. Voilà globalement si on faisait une IRM ou si on faisait une écho, voilà le taux de petit CHC, et puis voilà ce que ça va coûter de prendre en charge ces CHC à la fin sur le plan diagnostique et thérapeutique, et qu'est-ce que ça va apporter comme gain de vie. Et c'est ce qu'on essaye de voir, c'est effectivement d'évaluer les gains dans une stratégie versus l'autre, et de le rapporter par le nombre d'années de vie gagnées. Et bien, ce type de modélisation nous permet de voir que ça coûterait 15 000 € par année de vie gagnée. Et ça, c'est ce qu'on appelle le willingness to pay, autrement dit, en Europe, est-ce qu'on est prêt à payer en tant que société pour faire gagner une vie quand on fait une innovation médicale, qu'elle soit thérapeutique, diagnostique ou de surveillance. Et bien, 50 000 € par année de vie gagnée, c'est ce qu'on estime efficace. Aux États-Unis, ça monte à 150 000 €. Une fois, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir 150 000 €, c'est les assurances. Mais en tout cas, en Europe, et c'est un petit peu pareil en Asie, 50 000 €, c'est globalement quelque chose qui paraît raisonnable. Et donc, vous voyez que cette étude médico-économique, en tout cas, c'est une projection médico-économique sur la population nous a permis de justifier que, 1, nous avons ces malades dans nos patientèles, 30%, 3%, et que si on leur faisait une IRM, ce serait co-efficace. Ces types de modélisation sont confirmés dans beaucoup d'autres horizons, notamment aux États-Unis, où l'appareil tout connu que les malades à haut risque, il faut leur faire des IRM, risque intermédiaire, rester sur l'échographie, et qu'on pourrait même se priver de surveillance sur les malades à très faible risque, à 0,3%. Donc, vous voyez comment on arrive finalement, progressivement, à ce qu'on appelle un dépistage personnalisé, où on va diminuer, désescalader l'intensité du dépistage chez les malades à faible risque et l'augmenter chez les malades à fort risque pour mieux répartir les fonds financiers. Voilà l'essai qu'on a pu faire financer avec ces données en France, qui s'appelle Fast Track, que vous connaissez très bien à Beaujon, et je vous remercie d'être parmi un des premiers centres incubeurs. Donc, on prend les malades qui ont une cirrhose, on leur calcule le score que je vous ai montré, et s'ils sont avec un risque annuel de plus de 3%, ils sont randomisés entre une échographie et une échographie du jeune fast IRM. Notre endpoint, ce n'est pas seulement de voir qu'il y a plus de petites tumeurs de moins de 2 cm, mais aussi de calculer les coûts entre les deux stratégies et bien s'assurer que si l'essai est positif sur l'endpoint, c'est-à-dire la découverte de petites tumeurs de manière plus importante, eh bien, ça coûtera moins de 50 000 € par an, par année de vie gagnée, pardon. Et donc, on démontrera que c'est co-efficace et donc on pourrait l'appliquer dans un pays comme le nôtre. En parallèle, on essaie de voir si on ne peut pas faire l'inverse, c'est-à-dire désescalader des programmes de dépistage chez les malades à très faible risque. Donc, on prend exactement le même score, le score Fast Track, et chez les malades qui ont un score
qui prédit une incidence de moins de 0,3%, donc c'est purement observationnel, hein, ce n'est pas interventionnel. Et bien, on leur fait une échographie qu'une fois par an et non pas 2 fois par an. On ne va pas gagner beaucoup sur les coûts, mais surtout, on entend démontrer qu'il ne va pas y avoir de catastrophe oncologique, pas de malades qui vont effectivement subir cette désescalade, et ça a été financé cette année dans le cadre des projets de cohorte de la. Dernière partie, probablement la plus intéressante pour l'avenir, et notamment ce qu'on fait avec le HU, et les autres, c'est est-ce qu'on peut améliorer finalement cette médecine de précision. Vous voyez qu'on arrive à faire avec des données du routine, hein, les plaquettes, c'est ce qu'on fait à l'hôpital. Mais est-ce que si on rajoutait d'autres données cliniques, génétiques, tout ça, ou des façons de faire, est-ce qu'on augmenterait les choses? Parce qu'on sait qu'un modèle de prédiction, il y a ce qu'on appelle le C-index, c'est-à-dire l'aire sous la courbe de manière temps dépendante. Plus elle augmente, plus finalement vous allez arriver à séparer le malade à faible et à faible. Et aujourd'hui, on est globalement avec le score clinique à 0,75 et on voudrait essayer de monter. Et là, par exemple, dans le cadre d'un projet européen où on fait des modèles, on incorpore de la génétique, de la protéine, des données d'IA sur l'imagerie, eh bien, ce qu'on a calculé, par exemple, c'est que si on passait d'une performance de 0,76 à 0,90, on dépisterait à l'échelon européen 158 000 nouveaux CHC additionnels de petite taille qui seraient donc accessibles à un traitement curatif. Donc, c'est que de la projection pour avoir de l'argent dans ce type de projet, mais en tout cas, c'est un petit peu l'état d'esprit dans lequel on est. Alors, comment faire pour augmenter nos algorithmes? Eh bien, on peut passer des modèles simples de type Fabian qu'on fait des modèles conventionnels à ce qu'on appelle du machine learning. Vous voyez, dans les cohortes françaises, c'est ce qu'on fait. Donc, on voit finalement non pas chaque variable séparément, mais comment elles se combinent entre elles pour créer des facteurs de risque, des groupes de risques différents. Et vous voyez qu'on a des malades qui ont des incidences très faibles, moyennes ou très fortes. Et ça, globalement, ça améliore la performance des modèles. On peut aussi faire mieux, c'est-à-dire incorporer de nouvelles variables dans ces algorithmes. Là, je vais vous montrer que les modèles, l'âge, le sexe, les plaquettes, hein, mais effectivement, là, on peut rajouter des facteurs biologiques de risque de stratification, comme là, ici dans ce papier, où on a fait, là, typiquement, le plus évident des marqueurs de ce qui ne varie pas avec le temps, c'est-à-dire le polymorphie génétique, avec un atome ont été identifiés dans la GWAS. Vous voyez qu'on étudie donc dans les cohortes françaises, là on prend les données cliniques, on rajoute des données génétiques et finalement on essaie de voir quelle est la valeur additionnelle de cette information génétique sur les scores cliniques. Vous voyez que globalement pour l'instant c'est un peu modeste, hein. Mais les AUC, elles augmentent et là c'est ce qu'on appelle une courbe de décision, et que la décision par exemple, de faire une IRM ou faire une écho chez un malade, finalement le gain des polymorphismes génétiques effectivement vous amène à prendre la meilleure décision que dans un nombre relativement restreint de malades. Il y a d'autres biomarqueurs, ça c'est les protéines, où là aussi, ça c'est une étude américaine, on a la nôtre qui est en cours de finalisation dans le cadre d'un autre RHU, où là aussi, vous rajoutez à ces scores cliniques des protéines circulantes, hein, soit des protéines connues, soit des protéines qu'on a toutes découvertes à travers d'autres analyses, et globalement, vous essayez de voir finalement comment ça vous aide à mieux stratifier la population. Vous pouvez aller encore plus loin, faire des choses encore plus complexes. Là, ici, c'est de l'ADN tumoral circulant, où vous voyez ajouter effectivement des scores cliniques. Vous arrivez de mieux en mieux à définir quels sont les malades à faible risque, à haut risque. Et donc, tout ça, vous voyez que ça se complexifie. Et là aussi, si on devait développer ça en pratique clinique, vous imaginez les prises de sang que ça ferait aux malades, vous envoie au laboratoire, le laboratoire de génétique, de protéines, etc. C'est complexe. Et on peut même aller encore plus loin, mettre des données de radiologie. C'est une mission papier de Jérémy Dana, que vous connaissez bien, qui est un radiologue qui est actuellement au Canada, où là, il a pris effectivement donc, des malades qui avaient ou pas des cancers avec des échographies, il a utilisé les clips d'échographie et défini avec des modèles de deep learning sur les données échographiques, finalement, quels étaient les éléments qui pouvaient prédire la réaction d'un cancer, et il les a associés avec le score fast track dont vous avez parlé. Et donc, il montre qu'effectivement, tout ça peut effectivement apporter des choses en plus. Dernière chose avant de conclure, juste pour vous rappeler qu'en plus, ces modèles, ils ne vont pas vous prédire le risque de cancer à 5 ans. Il faut réévaluer tous les ans. Parce qu'un malade, à chaque fois qu'il vieillit, il prend un peu plus de risques. Et c'est ce qu'on voit par exemple dans cette étude, une étude européenne où on a fait un score de risque très bien. Et les Japonais, quand ils ont voulu mettre ce score dans leur population, le score était plus bon. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une population beaucoup plus âgée, comme c'est souvent le cas au Japon. Donc, pour vous montrer qu'un score de risque, il n'est valable qu'est sur une période de temps donnée. Donc, bien sûr, on peut décrire dans les performances de prédiction à 3 ans, 5 ans, mais en pratique clinique, je pense qu'il faudra de toute manière refaire ces scores tous les ans pour être sûr. Donc, pour terminer, finalement, on va se retrouver avec des scores de plus en plus complexes. Hein, donc, je vais résumer ça sur le tableau. Si vous avez un score tout bête comme FastTrack ou AMAP, par exemple,
déjà pratique dans un cadre d'essai. Ceux qui sont en fast track, vous avez votre tableur Excel en consultation, vous montrez au malade, il incluable ou pas. Mais effectivement, plus la complexité augmente, plus les coûts augmentent, et plus l'implémentation, ce qu'on appelle la scalabilité, c'est un anglicisme, je pense, en tout cas la possibilité d'implémenter en pratique clinique. Si vous mettez des scores qui comportent le variant génétique, les protéines, les données d'échographie, etc., ça va devenir de plus en plus compliqué. Il va falloir qu'on décide après de manière collective comment on fait ça. Donc globalement, ce que je vais vous dire, c'est qu'effectivement, on sort enfin de cette espèce de surveillance c'est-à-dire faire tout le monde la même échographie, qui n'est pas forcément informative, pour essayer, grâce à cette stratification de risque, de décider finalement quels sont les malades très à risque, chez qui on va pouvoir faire des tests plus performants. Je vous ai montré les limites de ces performances et qui doivent absolument être étudiées dans le cadre vraiment d'un contexte médico-économique pour que ce soit collectivement durable, dire, et supportable. Et dans ce cadre-là, il n'y a que des essais randomisés qui apportent des réponses. Tout le reste, c'est des signaux, etc. Mais il ne faut pas prendre de décision de rembourser telle ou telle, faire telle ou telle stratégie, tant qu'on n'a pas ce type d'essais randomisés qui doivent là aussi être des essais complexes de médico-économiques. Et donc après, ce sera effectivement comment c'est faisable en pratique clinique, dans un environnement de plus en plus contraint, à la fois sur le plan des territoires de santé, mais également l'accès aux soins et l'argent que ça coûte, tout ça, comment on arrivera à le faire de manière collectivement responsable pour tous. Et je vous remercie.